Chez une gynéco, je raconte que j'ai plusieurs partenaires, mais qu'on a tel ou tel moyen de contraception. Bref, je fais un peu le topo de tout ça. Et elle me regarde vraiment avec toute l'incrédulité du monde et elle me dit mais pourquoi vous vous inventez une vie, quoi ? Vous êtes sûre de ce que vous dites ? Enfin, vraiment. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission podcast et YouTube des militants badass que je trouve rayonnants pour te donner envie de rayonner à ton tour. Aujourd'hui, on va parler de grossophobie, c'est-à-dire des discriminations violentes que subissent les personnes grosses, c'est-à-dire 20% des Français. On va aussi parler de dignité, de sexe, de médecins, et évidemment de comment changer les choses. Et pour ça, on est avec Daria Marx du collectif Gras Politique. Salut Daria, ça va ? Salut, ça va, merci. Merci de l'invitation. Avec plaisir. Alors Daria, je te présente en 30 secondes. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, t'as les cheveux blond platine, un piercing, des tatouages. Moi, je trouve que t'es la reine de l'anecdote et les gens vont aimer et t'as beaucoup d'humour. Et spoiler, tu ne fais pas une taille 42. Gros spoiler. T'as fait un super docu avec France 2, Ma vie en gros, et écrit un petit livre très bien pensé, Gros n'est pas un gros mot. Et tu tiens un blog féministe très très bien écrit, franchement bravo. dariamarx.com pour les curieux. Et donc concrètement, tu te bats pour qu'on arrête de discriminer les gros, que ce soit en famille, à l'école, au taf, dans la rue ou chez le médecin. En fait, tu te bats juste pour qu'un Français sur 5 ait le droit d'exister sans être jugé ni moqué, quoi. Ouais, on peut résumer ça comme ça, ouais. C'est un bon résumé. Ce dont je me rendais pas compte, c'est que 20% des Français, un Français sur 5 est gros ou obèse. Et pourtant, la grossophobie, donc ce qui est distinct, il faut distinguer les deux, c'est la discrimination des personnes grosses. Ça, c'est très mal connu. Je crois que tu disais dans le super podcast avec Lorraine Bastide, qui est déjà passée sur cette chaîne, La Poudre, que c'est apparu en 2017, je crois, seulement dans le dictionnaire. Ouais. Et concrètement, derrière ce mot un peu flou, ça peut être les moqueries à l'école, les automobilistes qui t'insultent de grosses vaches tous les jours, la galère de trouver des fringues quand on fait une taille 60, ou être obligé de payer 2 places dans l'avion pour pouvoir s'asseoir, quoi. Maintenant qu'on a planté le sujet, j'aimerais qu'on revienne notamment sur ton enfance. Tu racontes qu'à 5 ans, tu faisais déjà des régimes. Ouais. En fait, moi, j'ai la particularité d'avoir une maman qui a été très anorexique toute sa vie, pour dire les mots tels qu'ils sont, donc très préoccupée par son poids, très préoccupée par son apparence, et qui, je pense, quand elle a eu une petite fille, voulait absolument pas avoir une petite fille grosse. C'est un peu raté, c'est ce que je lui dis, c'est quand même dur pour toi parce que t'as vraiment raté ton coup, mais c'est pas étonnant parce qu'en fait l'anorexie de ma mère, elle me l'a transmise. Moi, j'ai hérité de troubles du comportement alimentaire très tôt dans ma vie parce qu'en fait j'ai copié le modèle maternel, et donc oui, ma mère restreignait mon alimentation. Alors déjà, enfin le plus tôt qu'on fait mention de mon poids en fait dans ma vie, c'est sur mon carnet de santé, c'est en grande section de maternelle, il doit y avoir une visite médicale obligatoire à la maternelle, et sur mon carnet de santé, il y a marqué attention au régime. Et je dois avoir, je sais pas, grande section de maternelle, oui, peut-être 5 ans, ou quelque chose comme ça, quoi. Avant le passage au CP, quoi. Donc on en est là, ce qui est parfaitement hallucinant, parce que quand on regarde des photos de moi petite, j'étais pas du tout une enfant grosse, j'étais une enfant, oui, qui avait un peu de gras du bide, mais à peu près comme tous les enfants, que beaucoup d'enfants. Et donc ça a commencé par là, et j'ai été restreinte, oui, très très durement, par ma mère d'abord, et puis ma mère s'est adjoint le soutien de diététiciennes chez qui elle m'a emmenée en consultation et qui m'ont prescrit des régimes extrêmement restrictifs, oui, où on pesait les aliments, où on marquait tout avec le fameux carnet alimentaire que tu dois remplir tous les jours, et quand tu l'amènes au diététicien, il te reproche de mentir parce que c'est pas possible que tu dises la vérité sur ce que tu manges, sinon tu serais pas dans cet état-là, puisque c'est la phrase favorite des médecins ou des soignants, dans votre état, comme si... vous allez dire le mot gros, quoi.
Exactement, et puis c'est quand même extrêmement dénigrant. Donc oui, moi je suis rentrée là-dedans, et malheureusement ce que ça a fait avec l'influence de l'anorexie de ma mère, c'est quand même... Puis en plus, moi, mes parents étaient très différents. J'avais un papa qui était très gros et une maman qui était anorexique. Donc moi j'étais au milieu de tout ça, c'était un peu compliqué. Et donc j'ai hérité des troubles du comportement alimentaire de ma mère, sauf que moi je j'ai pas développé d'anorexie, mais j'ai très tôt dans ma vie développé des troubles du comportement alimentaire de type binge ou boulimie, puis boulimie vomitive. Donc ça a été très tôt dans ma vie. Ça a été, oui, je pense, la pierre philosophale de mon volume d'aujourd'hui, c'est ça. Et à l'école, est-ce que c'était différent? À l'école, ouais, bah à l'école, vraiment ce sentiment d'être pas normale, quoi, d'être vraiment celle qui est de côté, qui ressemble pas aux autres. Puis en primaire, j'avais vraiment envie d'être comme les autres, en fait. Enfin, j'avais envie d'avoir les mêmes vêtements, de jouer aux mêmes jeux, etc. Alors les jeux, bon, je pouvais demander à ce qu'on me les achète, ça marche, mais tout ce qui était vêtements, etc., bah j'étais déjà une petite fille qui était hors norme là-dessus, donc c'était compliqué de pas ressembler aux autres. Et puis il y a eu beaucoup de moqueries dans mes classes. Bon, en plus, même les profs, tu dis des fois, tu racontes une anecdote avec ton prof de PS de sport. Ouais, le PS c'était au collège. Le PS quoi. c'était au collège. Je sais pas, je devais être en 5e ou en 4e, je sais plus. Mais vraiment cette espèce de prof qui me faisait faire devant toute la classe des tours de stade supplémentaires avec toute ma classe qui me regardait en disant bah elle en a bien besoin, donc on va la regarder faire des tours de stade toute seule. Donc à ce jour, je crois que j'ai pas beaucoup plus vécu d'humiliant, quoi. Vraiment, c'était rude. Et oui, après des profs qui convoquaient ma mère, donc moi qui mettaient des mots dans mon carnet de correspondance pour convoquer ma mère, donc moi je me mettais à flipper en disant merde, j'ai pas bien bossé, je vais me faire engueuler. Et en fait ma mère revenait en me disant bah non, ils m'ont convoqué parce que t'es grosse et qu'ils voulaient savoir quand est-ce que t'allais maigrir. Enfin, je veux dire, quand j'étais en 4e, ma mère a été convoquée par le censeur de mon établissement. Donc là, pareil, je me disais qu'est-ce que j'ai fait, je vais être collée. Enfin voilà, je pensais que c'était scolaire, quoi. Et en fait, le censeur l'a convoqué pour lui parler de mon poids, quoi, et que c'était honteux que je sois dans cet état-là, etc., quoi. Ouais. Donc j'ai eu de la chance parce que le dernier diététicien que j'ai vu à mon entrée au lycée, parce qu'après je me suis rebellée et j'ai dit non, j'irai plus, foutez-moi la paix. Il voulait m'envoyer dans un établissement pour adolescents obèses où on va passer l'année. En fait, on fait ses études dans un espèce d'internat pour gros où les gens nous font maigrir. Et je crois que ça m'a un peu fait réagir. Je dis mais en fait non, je vais pas faire ça. Et il a vraiment fallu que je me rebelle un peu contre ma mère et contre ce médecin à l'époque pour dire non, en fait, moi je veux pas y aller, quoi. Ça va pas être possible, les gars, votre histoire. En parallèle, dans ton enfance, où c'était à 6 ans, mais tu dis qu'en dehors de tes parents et de l'école, il y a aussi effectivement les médecins. Il y a un médecin qui a dit à tes parents, de toute façon, elle est grosse, à 20 ans, elle fera une crise cardiaque. Ouais, enfin, c'était devant moi en plus, donc c'était pas qu'à mes parents. En plus, moi, mon père était médecin, donc je veux dire, zéro excuse. Mais oui, moi, c'est quelque chose que j'ai entendu toute mon enfance. Enfin, depuis que je me souviens de rendez-vous chez le médecin, je me souviens de cette espèce de prédiction. Et puis vraiment de très petite, d'avoir eu cette image racontée par des médecins de mon cœur enfermé dans de la graisse qui m'étoufferait et qui donc me ferait mourir à 20 ans. Donc il te disait ça. Ouais, bah, parce que le médecin, moi je me souviens d'un médecin qui m'a expliqué pourquoi être grosse c'était pas bien, parce qu'en fait mon cœur était emprisonné dans du gras et que ce gras allait vraiment m'étouffer et faire mourir mon cœur et donc que je mourrais à 20 ans. Je trouve que c'est tentant de croire que les gens ils sont gros par manque de volonté, par paresse, sauf que souvent c'est faux et dans ton exemple c'est assez clair. Et bon, pour clarifier, ni toi ni moi ne faisons la promotion de l'obésité comme on vient de le dire. Mais par contre, tu dis que ton obésité t'a sauvé la vie. Pourquoi ? Bah, en fait, moi, j'ai beaucoup grossi. Bon, j'étais déjà une enfant un peu rondoudou, mais enfin pas grosse, quoi. Mais j'ai beaucoup grossi à l'adolescence. Et en fait, c'était un moment de ma vie qui était horrible. C'était un moment où mes parents ont divorcé de manière très compliquée, où ensuite j'ai vécu des drames familiaux vraiment intenses. Et en fait, je pense vraiment que si j'avais pas trouvé du réconfort dans la nourriture, enfin moi qui ça s'est exprimé sous la forme un peu de trouble du comportement alimentaire, mais vraiment, enfin il faut dire ce qui est, j'ai trouvé du réconfort dans la nourriture à ce moment-là de ma vie. Si j'avais pas eu ce truc-là, enfin
enfin, c'est un moment où je pensais clairement à me foutre en l'air, alors que j'avais 13 ou 14 ans, quoi. Donc oui, je pense que le fait de trouver du réconfort dans la nourriture, et puis aussi de m'envelopper de cette nourriture, à un moment, ça m'a sauvé la vie, ouais. Ouais. Je pense que les gens pensent toujours qu'on devient gros pour des mauvaises raisons, par manque de volonté ou etc. Mais c'est vraiment ne pas prendre les personnes grosses dans la globalité de leur existence, de leur histoire. C'est d'ailleurs ce qu'on reproche aux médecins, de ne voir qu'un corps sur une balance et de ne pas s'intéresser à la globalité de la personne. Oui, que souvent c'est des raisons psychologiques beaucoup plus que juste qu'est-ce que tu as mangé ou pas mangé, quoi. Ouais, alors après, il y a des raisons psychologiques, il y a des raisons physiologiques, il y a aussi des gens qui sont gros, en fait. Enfin, je veux dire, le corps gros existe depuis des milliers d'années. Enfin, je veux dire, il y a aussi des gens qui sont gros parce que c'est une physionomie, parce qu'il y a une donnée génétique, parce qu'en fait, ils sont faits pour être gros. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des tas de raisons de pourquoi les gens sont gros. Et en fait, c'est presque agaçant qu'on doive se justifier en disant tout le temps, ah bah moi je suis grosse parce que j'ai eu un problème dans mon enfance, je suis grosse parce que nanana. En fait, bah je suis grosse, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai pas à me justifier, j'ai pas à m'expliquer. Voilà, alors je sais que c'est important d'expliquer, mais je suis aussi contre l'idée qu'on présume que toutes les personnes grosses ont eu un énorme trauma, que toutes les personnes grosses ont eu tatati ou tatata. En fait, elles sont grosses et foutez-leur la paix et elles vous parleront de leurs trucs si elles ont envie. Et puis peut-être qu'il y a pas de truc à avouer, il y a pas de truc à confesser. Enfin, il y a rien à dire et juste foutez la paix au gros, quoi. Et c'est marrant justement parce que en grandissant, tu racontes que bah, t'es sorti avec des mecs qui étaient mariés avec des femmes minces et qui justement aiment les femmes grosses, mais qui n'assument pas de sortir avec des femmes grosses. Donc, en termes de sexualité, t'as ce paradoxe assez à l'opposé de la grossophobie. Moi, c'est vraiment un truc. Enfin, le désir masculin est quand même quelque chose de très bizarre, quoi, et de pas tout à fait clair pour moi. Mais oui. Enfin, moi, vraiment dans ma vie de dating, j'ai vraiment rencontré des tas de mecs cis hétéros qui étaient vraiment obsédés par les grosses, quoi. Je veux dire, qui fantasmaient clairement sur les bourrelets, sur le gras, sur les gros culs, enfin voilà, mais qui socialement se sentaient obligés de vivre, de présenter, de performer leur vie amoureuse avec une femme qui correspond aux critères de la féminité acceptable, mince, etc., quoi. Et c'était terrible, à la fois pour nous, moi, la grosse, les grosses, et pour la meuf mince, parce que personne n'était satisfait dans ce truc-là. Et puis il y avait aussi ce truc de la sexualité des femmes grosses où les hommes ont tendance à leur demander plus de trucs qu'aux autres femmes parce que elles devraient déjà être un peu reconnaissantes qu'on s'intéresse à elles, et donc on va avoir tendance à leur demander des pratiques qu'on ne demande pas aux autres, ou des pratiques plus extrêmes ou des choses comme ça. Et il y a une certaine pression qui arrive dans la sexualité des femmes grosses à être contente et redevable de l'attention qu'on leur porte en performant sexuellement. Donc ça, c'est vraiment un écueil, il faut faire attention, quoi. Ouais. Et tu racontes même que chez, du coup, la salie sexualité et santé, que, je sais pas, si tu vas chercher une pilule du lendemain, des fois, on t'est là, mais le pharmacien te dit, bah moi, vous avez une sexualité bah non, je vous la donne pas. Ça, c'est vraiment une histoire qui est arrivée à Anouche, qui est dans le collectif Gras Politique, qui raconte très bien qu'elle arrive dans une pharmacie pour demander une pilule du lendemain, et que la pharmacienne vraiment se fout de sa gueule en disant mais enfin c'est pour qui? C'est pour une amie? Ça peut pas être pour vous? Alors c'est hallucinant. Et puis moi vraiment chez une gynéco, vraiment en plus c'était un moment où j'étais où je me testais dans le polyamour, enfin bref, et donc moi quand je vais chez gynéco, j'ai tendance à être très honnête parce que je pense que c'est un lieu où on peut l'être. Ouais. Et donc je raconte que j'ai plusieurs partenaires, mais qu'on a tel ou tel moyen de contraception. Bref, je fais un peu le topo de tout ça. Et elle me regarde vraiment avec toute l'incrédulité du monde, et elle me dit mais pourquoi vous vous inventez une vie, quoi? Vous êtes sûre de ce que vous dites? Enfin vraiment, elle pensait pas que je puisse avoir plusieurs partenaires. Et alors oui, je lui dis que oui, genre, et elle me dit et après elle croyait pas que je puisse être assez intelligente pour me protéger. Enfin je veux dire, c'était vraiment un truc super bizarre où vraiment elle comprenait pas, quoi. Elle comprenait pas ce que je lui racontais, et c'était pas juste le multipartenariat, c'était vraiment le fait que moi en tant que grosse, et puis vraiment donc du coup moi je venais pour une pause de stérilet parce que voilà, j'en voulais un, et elle a fini par me dire bon bah alors d'habitude c'est tel prix, mais pour vous dans votre état ça sera 150 € parce que c'est plus compliqué de poser un stérilet aux gens comme vous. J'étais là,
ok, je vais changer de gynéco, salut. Mais c'était d'une extrême violence parce qu'en fait tout était extrêmement grossophobe dans cette consultation, et je dois avouer que la surcote de prix pour cause d'obésité, on me l'avait pas faite encore, c'était une première. Mais en plus c'était terrible parce que cette gynéco, elle était sur une liste soi-disant de soignantes féministes. Donc ça m'a appris que féministe ne veut pas dire pas contre la grossophobie. Ça a été une bonne leçon sur ce plan-là. Du coup, t'as une violence économique, mais surtout c'est genre t'es grosse donc tu peux pas avoir de vie sexuelle, et en plus on te traite de mythomane. Et hyper infantilisant, quoi. C'est comme les personnes en situation de handicap, mais bon, c'est quand même un peu différent selon si t'as des troubles mentaux ou quoi. Mais t'es là, mais en fait, je suis un adulte mature, responsable. Exactement. J'ai pas 4 ans. Exactement. Quoi. Et puis il y a aussi, je pense, ce que les gens projettent à ce moment-là de leur discours, c'est que c'est leur dégoût pour mon corps, en fait. C'est que eux peuvent pas s'imaginer que quelqu'un puisse avoir du désir pour moi. Donc c'est vraiment violent, vraiment dans l'interpersonnel, quoi. Puis en plus c'est quelqu'un là dont c'est le métier de te soigner et de t'aider et de prendre soin, et à qui tu t'ouvres et t'es vulnérable, quoi. C'est pas juste un passant dans la rue, quoi. Ce qui est intéressant dans toute la grossophobie médicale, c'est qu'elle repose vraiment sur le biais de volonté, en fait. L'histoire que les médecins, la médecin, c'est not all médecins, mais en fait beaucoup de médecins ou de soignants disent c'est un problème de volonté, en fait. Si vous n'avez pas de volonté, si vous êtes paresseux, etc. Ouais. Donc je vais être désagréable avec vous pour vous créer le déclic qui va vous faire changer. Sauf qu'en fait, il y a des études aujourd'hui extrêmement bien faites qui montrent que la grossophobie n'a jamais fait maigrir personne, en fait, et c'est une mauvaise approche. Et puis en plus, ça crée des retards de prise en charge chez les personnes grosses qui sont complètement traumatisées à l'idée de passer dans un cabinet de médecin, et donc qui arrivent avec des pathologies aiguës alors qu'elles auraient pu être traitées beaucoup plus facilement si elles avaient été prises en charge à l'heure, je veux dire, comme une personne parce que t'as peur d'aller chez le médecin, hein, tu repousses à tout prix d'y aller. C'est vrai que pour parler que de mon expérience, quand t'as fait 3 gynécos dans un mois parce que tu cherches quelqu'un pour t'aider et qu'à chaque fois tu sors en larmes parce que tu t'en es pris plein la gueule, il y a un moment t'arrêtes, quoi, parce que ça va bien de se faire du mal, quoi. C'est pas possible. Là, j'ai donné quelques exemples, mais c'est quoi le quotidien d'une personne grosse? Est-ce que tu as 2-3 exemples auxquels les gens minces pensent pas forcément? En fait, il faut savoir que on a vraiment cette impression quand on est une personne grosse, c'est-à-dire qu'on correspond pas à la norme, à la normalité de ce qu'on peut voir dans la rue, d'être observé en permanence. Quoi. Ouais, c'est ça, on en est pleinement conscient, en fait. Et pourtant, les gens dans la rue, au supermarché, en classe, partout, pensent qu'il est super intéressant de nous le rappeler sans cesse, en nous invectivant de « oh la grosse », etc. Donc, c'est marrant, les gens ont l'impression qu'on n'a pas conscience de notre corps, on sait qu'on est grosse. J'avais pas réalisé. Oui, c'est ça, dis donc, j'ai repris du dessert hier, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai pris 47 kilos. Enfin, trop bizarre. Donc bon, déjà, il y a ce sentiment vraiment d'être l'autre, en fait, d'être le différent, d'être celui qui ne ressemble pas aux autres et donc d'être plus observé que les autres, ce qui est déjà pas très agréable. Après, il y a quand même beaucoup de micro-agressions dans l'espace public, dans la rue, dans les transports. Déjà, il faut savoir que rien n'est fait pour nous, donc c'est-à-dire que juste s'asseoir à une place dans le bus, en fait, c'est chiant parce que ça fait mal, c'est pas conçu pour les personnes grosses. Donc ça commence là. Après, il y a les gens qui sont parfois très désagréables et qui utilisent notre différence, notre volume différent pour nous insulter, pour nous discriminer. Et puis ça c'est un peu la face visible de l'iceberg, en fait, parce qu'après tout est difficile, quoi. C'est-à-dire que c'est ça. Après, il y a la grossophobie, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas juste les 3 insultes qu'on se prend dans la rue de grosse vache, quoi. Enfin, moi, par exemple, moi je roule pas mal en scooter dans Paris. Si j'ai un problème avec un automobiliste, le premier truc qui va sortir de sa bouche, c'est grosse vache, quoi. C'est pas une injure sexiste alors que je suis identifiée comme femme, c'est vraiment sur ma grosseur que vont se porter les insultes. Mais ça, c'est vraiment à la limite, si avec ça je pense que je pourrais survivre, mais la grossophobie, c'est vraiment une discrimination qui s'organise de manière systémique, c'est-à-dire il y a vraiment un système qui est organisé pour exclure des personnes grosses. En fait, c'est un peu comme le validisme où rien n'est pensé à un niveau systémique pour permettre une vie normale, entre guillemets, aux personnes non valides et par comparaison aux personnes grosses. Le domaine où c'est le plus visible, c'est dans la grossophobie médicale, bien sûr, où on a vraiment un problème, sans parler de la grossophobie des personnes soignantes, parce que malheureusement, quand on fait des études de médecine ou d'infirmerie ou d'autres choses, on n'est pas passé à une machine de biais discriminatoires, donc on arrive dans son métier avec les discriminations qu'on porte en soi.
il y a vraiment un système politique où il y a pas d'équipement en fait pour recevoir les personnes grosses. On va arriver chez un médecin généraliste et il y aura pas de brassard de tension à notre taille, il y aura pas de balance qui supporte notre poids, il y aura pas de table d'examen sur laquelle on puisse monter. Donc ça commence là. À l'hôpital, il y a pas d'équipement en fait pour hospitaliser les personnes en grand surpoids. Il y a pas pour les soignants par exemple, il y a pas de lève patient qui puisse supporter nos poids, il y a pas parfois de table au bloc opératoire qui puisse nous accueillir, il n'y a pas de lit médicalisé et même il n'y a pas de fauteuil roulant pour les grandes tailles. Donc ce qu'on raconte souvent à Gras Politique, c'est que dans les grands hôpitaux, si on est 2 personnes de mon poids par exemple, donc 2 personnes très grosses à se casser la jambe, il faudra qu'on se tape pour savoir qui aura le seul fauteuil roulant grande taille quoi. Donc on n'a pas forcément envie de faire battle royale des gros dans l'hôpital pour être bien soigné. Donc nous ce qu'on dénonce c'est vraiment à la fois le changement individuel qui est nécessaire et en plus qui serait libérateur si on arrêtait tous et toutes d'être grossophobes. Même individuellement, les gens qui sont pas gros iraient mieux quand même parce que ça les libérerait de tout un tas d'injonctions, mais aussi un changement systémique qui doit vraiment faire que oui, en fait, on est entre 18 et 20% de la population à avoir besoin de soins spécifiques, d'accès aux soins spécifiques, d'accès à l'emploi spécifique, de plein de choses. Et il faut que ça change aussi quoi. Justement, tout comme on baigne dans une culture sexiste ou raciste, tu le dis, toi, moi, les gens qui nous écoutent, on est sûrement tous au moins un peu grossophobes. Comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Déjà, je pense que c'est bien de se demander... Déjà, est-ce qu'il y a des gros dans mon entourage ou est-ce que j'évite sciemment les gros parce que il y a des gens qui pensent qu'avoir juste des amis gros c'est pas cool. Et puis après si on a des amis gros ou des personnes grosses dans notre entourage, c'est bien de se demander est-ce que je pense à elles en fait quand je suis avec elles, est-ce que là on est en plein Covid donc désolé pour l'exemple douloureux mais est-ce qu'on va dans un bar en terrasse, est-ce que je regarde si la chaise est cool pour elle ou si elle est super mal installée, elle a mal au cul, enfin voilà, est-ce que en fait j'apporte de l'attention au fait qu'elle a besoin de peut-être d'autres choses. Est-ce que je fais gaffe à ça c'est super important. Et puis après il y a vraiment la grossophobie intériorisée dont malheureusement même les personnes grosses souffrent parce qu'on est élevé à ça et c'est vraiment en fait est-ce que dès que je vois une grosse personne dans la rue je pense qu'elle est forcément malade, paresseuse et moche. Donc là il faut peut-être s'interroger sur ses biais. Enfin il y a vraiment des signaux d'alerte. Alors et après, il faut arrêter de tout voir avec un biais. Le problème de la grossophobie, c'est que c'est vraiment une hydre à plusieurs têtes et ça s'appuie sur le racisme, ça s'appuie sur la classe parce qu'en France les personnes grosses sont majoritairement pauvres, donc il y a aussi un regard classiste. Enfin je veux dire, on a tendance à regarder les personnes grosses comme des incapables qui n'y arriveront jamais professionnellement, etc. alors que c'est faux. La grossophobie elle-même vient du racisme parce que si on remonte un peu historiquement, ce sont les colons blancs qui vont décréter que le corps des personnes noires n'est morphologiquement pas correct et qui vont commencer à désigner le corps des personnes noires comme différent, et ça va être ça la base de la grossophobie. Donc vraiment la grossophobie elle se nourrit de tous nos biais quoi, surtout en tant que personne blanche. Donc c'est vraiment important de faire attention à tout ça quoi. Et donc je pense que c'est un apprentissage permanent et de toutes ces choses-là qui permettent de déconstruire la grossophobie. Ouais. Et puis après, on peut lire des livres, on peut regarder des super bouquins. On peut juste écouter les gens parler. Aujourd'hui, il y a quand même des podcasts là-dessus, il y a quand même plein de choses qui racontent le vécu des personnes grosses, qui expliquent un peu ce qu'est la grossophobie, etc. Et oui, je pense que aujourd'hui c'est important, maintenant que le mot de grossophobie est connu, je pense que c'est important d'être des alliés en fait et d'être un allié de lutte contre la grossophobie. Justement, dans mon entourage, moi, il y a des personnes grosses. Et en préparant une interview, j'ai réalisé que je suis vraiment à des années-lumière de mesurer la violence que vous subissez. En regardant des vidéos pour préparer mes questions, là, j'ai vu des tonnes de commentaires sous les vidéos qui parlent de grossophobie. Et j'ai halluciné, quoi. C'est sauvons les baleines. 99% des gros, c'est parce qu'ils se bougent pas le cul à faire du sport pour se maintenir en bonne santé. C'est plus de jogging, moins de McDo, hein, c'est la phrase préférée des trolls. Ouais.
Voilà. Moi, enfin, je peux pas dire que ça me touche plus parce que ça me touche toujours. Très créatif, ouais. Mais c'est vrai que j'ai développé quand même une petite armure. Donc bon, je fais plus trop attention, mais tu vois, récemment, il y en a quand même un qui m'a fait beaucoup de mal. Il y a quelqu'un qui m'a écrit un commentaire qui disait merci beaucoup pour ce que tu fais, Daria, parce que quand je suis déprimée, je viens voir ton corps et ça me fait rigoler. Et en fait, ça m'a touchée pour une raison qui est intéressante, je crois. C'est parce qu'en fait, c'est vrai, ce que cette personne dit est vrai. C'est-à-dire que les personnes grosses, on sert souvent d'épouvantail aux frayeurs des personnes minces. C'est-à-dire que c'est très rassurant quand on est une personne mince d'avoir une copine grosse. C'est un peu le principe de la copine moche quand on va en boîte et qui permet de faire valoir. Mais au-delà de ça, c'est aussi rassurant d'avoir quelqu'un où on se dit, et c'est absolument dégueulasse et aussi absolument humain, de se dire ah bah je suis pas comme elle et j'ai de la marge avant d'être comme elle, etc. Et j'ai souvent la sensation de jouer ce rôle d'épouvantail en fait pour plein de gens qui se rassurent, qui font semblant de m'encourager en me disant ah mais oui mais tous les corps sont beaux, etc. Et qui en fait se servent de mon corps comme un peu d'épouvantail à leur trouille, à leur peur d'être gros, parce que la grossophobie c'est ça aussi, c'est la peur de grossir. Moi j'aime bien citer cette étude qui commence à dater un peu mais qui date des années 90, où on demandait à des gens est-ce que vous préfériez prendre 50 kilos ou perdre une jambe. Bah il y a 50% des gens qui préfèrent perdre une jambe en fait. Donc c'est la grossophobie, c'est vraiment hallucinant quoi. Et puis ce sujet me permet aussi de dériver vers le body positive, parce que le body positive on a tendance à le confondre avec la lutte contre la grossophobie. Le body positive c'est quelque chose qui dit que tous les corps sont beaux. Alors moi je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que déjà moi en tant que personne je trouve pas tous les corps beaux, mais par contre je pense que tous les corps ont droit au respect, donc ça c'est, et à la dignité. Donc ça c'est un peu la différence. Mais je pense que le mouvement body positive sur les grands réseaux comme Instagram, il a vachement servi d'épouvantail pour les personnes minces en fait, qui se sont dit ah oui ma chérie t'es trop belle, tout en pensant dans leur tête mais Dieu merci je serai jamais comme toi, ou Dieu merci j'ai de la marge avant de te ressembler, etc. Donc c'est vraiment un petit très bourrelet, acceptez-moi, alors que il y a des oui, personnes on a bien vu toutes ces influenceuses minces très fières de se plier en quatre pour nous montrer leur morceau de peau qui dépasse. Enfin, je veux dire, donc oui. Et en même temps, elles subissent aussi les pressions. Tu peux te vivre gros même si tu l'es pas, quoi. Alors on peut se vivre gros si on l'est pas, mais ça s'appelle le patriarcat en fait. Enfin, ça s'appelle on se vit moche alors qu'on l'est pas, on se vit grosse alors qu'on l'est pas. Toutes les femmes, qu'elles fassent un 32 ou un 68, souffrent de body shaming. Les injonctions à la performance de la féminité sont vraiment hallucinantes en termes de charge mentale, quoi. Et le poids, c'est un truc hallucinant, quoi. Enfin, je dis ce truc un peu par provocation, mais on fait des violences sexuelles le sujet numéro 1 du féminisme en ce moment, et c'est très bien, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je pense que le deuxième sujet, ça devrait être la charge mentale sur la minceur chez les femmes, les troubles du comportement alimentaire chez les femmes et les minorités de genre. Parce qu'en fait, si les femmes et les minorités de genre occupaient tout l'espace mental qu'elles occupent à se demander ce qu'elles vont manger, comment elles vont manger, à quoi elles ressemblent, est-ce qu'elles ont grossi, est-ce qu'elles ont maigri, comment elles vont être au maillot de bain, et si on échangeait cet espace mental contre un espace de pensée féministe, on aurait déjà fait la révolution en fait. Donc le contrôle des corps, il sert aussi dans une société patriarcale à faire taire les gens, quoi, et les femmes et les minorités de genre, quoi. Pour revenir sur toute cette partie des insultes notamment, moi alors c'est peut-être lié à mon éducation, je sais pas quoi, je pense que je suis sûrement grossophobe par plein d'aspects, mais j'ai du mal à comprendre. Parce que moi j'ai pas peur de grossir, vraiment, je sais pas, c'est pas un sujet dans ma tête, quoi. Au-delà de cet argument de la peur, pourquoi cette discrimination elle existe, quoi? Pourquoi est-ce qu'on a autant un problème avec les corps gros? Effectivement, pourquoi on peut pas juste foutre la paix aux gros, quoi? Ce qui est intéressant, je pense, c'est que le corps gros, il porte sur lui quelque chose, quoi. Il porte sur lui quelque chose, et ce quelque chose, il fait peur aux gens, parce qu'en fait, par exemple, sur la santé, on reproche beaucoup aux gros de pas être en bonne santé, mais on trouve ça très cool qu'on puisse fumer, prendre de la drogue et se bourrer la gueule. Et on le reproche beaucoup moins aux gens. Je pense qu'il y a un truc qui inquiète les gens dans le corps gros et qui les fait réagir. Donc ça, c'est la peur. Je pense qu'aussi que
l'industrie des régimes, l'industrie de la minceur, les messages alimentaires qui sont passés dans les médias sont extrêmement mauvais et encouragent la population à penser que les gros sont feignants, ne s'alimentent pas bien, etc. Je pense qu'il y a une méconnaissance totale des mécanismes de la grosseur, notamment des problèmes liés à la pauvreté et à la précarité, parce que vraiment en France... Enfin, il faut bien comprendre que être gros en France ou aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose que d'être gros dans d'autres pays. Être gros en France, c'est un signe de déclassement, donc c'est un signe de pauvreté, c'est un signe de précarité, c'est un signe qu'on a du mal à s'alimenter de manière correcte. Parce que dans d'autres pays, c'est pas le cas. Bah, dans des pays en voie de développement, par exemple, la grosseur peut être plus un signe qu'on arrive à se nourrir et que c'est super cool, tu vois. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes dynamiques. En France, si on superpose la carte du chômage et la carte de l'obésité, elle se colle au cul parce que oui, c'est les gens les plus précaires qui sont les plus gros et c'est pas un hasard, quoi. Et en fait, personne prend de responsabilité là-dessus, quoi. Et c'est un peu ce qu'on dénonce à Gras Politique, c'est qu'en fait, personne prend la responsabilité de l'éducation alimentaire, personne prend la responsabilité d'arrêter la malbouffe dans la grande distribution, personne prend la responsabilité des déserts alimentaires où tu peux pas acheter des fruits, des légumes pas chers à moins de 20 bornes de chez toi. Enfin, vraiment, personne prend de responsabilité et je pense que ça fait le lit de la grossophobie. Ce fait de dire les gros, ils sont juste pas de volonté et ils bouffent McDo parce que personne n'explique le contraire, en fait, et qu'il y a qu'un seul message, c'est la guerre. En fait, c'est ça aussi qui est important, c'est que ce qu'on entend, c'est la guerre à l'obèse. Il faut qu'il y ait plus d'obèses, il faut éliminer les obèses, il faut que les obèses maigrissent. Enfin, voilà, c'est le seul message qu'on entend. Alors, en fait, le message, ça devrait être, s'il devait y en avoir un, c'est très discutable, mais s'il devait y en avoir un, ça serait, il faut qu'il y ait plus d'obésité. Si l'obésité est une maladie, il faut qu'on trouve des moyens pour faire arrêter l'obésité. Mais ce qu'on entend, c'est il faut éliminer les obèses. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et je pense que ça participe vachement à cette espèce de libération insultante sur les réseaux parce qu'en fait, il y a qu'un seul récit des gens obèses et c'est un récit de paresse, et de gens qui font pas le taf, quoi. De gens qui font pas le taf. Est-ce que tu as en tête un témoignage ou une anecdote de quelqu'un justement que ton travail a marqué et a aidé? Est-ce que j'ai ça en tête? En fait, moi, j'ai, ça va peut-être paraître futile, mais on a eu quelqu'un qui fréquente Gras Politique et qui habite dans une ville au bord de la mer. Et cette personne, ça faisait, mais vraiment, elle habite à, je sais pas, 2 kilomètres de la mer, enfin, tout près, quoi. Ouais. Et cette personne, ça faisait 20 ans qu'elle n'était pas allée à la plage. À cause de son obésité. Ouais, parce qu'en fait, pas parce qu'elle peut pas bouger, ou parce qu'elle peut pas marcher, ou pas tout ça, oui, mais... Oui, non, tu regardes les autres. Parce que juste, en fait, elle y était allée, qu'elle s'était fait insulter, qu'on lui avait vraiment... Elle avait mal vécu ce temps à la plage, et donc ça faisait 20 ans qu'elle s'interdisait de profiter de l'eau, etc. Et puis un jour, en fait, elle nous a invités en vacances, et puis on lui a dit on y va, en fait. Et en fait, en bande de grosses, on est allé à la plage, on a débarqué, je pense, devait être 5 ou 6 grosses, et puis on a été à la plage, et oui, il y a sans doute eu des regards, parce que quand tu vois si grosse, tu regardes, mais moi, quand je vois si blond, je regarde aussi. Enfin, donc, être regardé, c'est pas un problème, mais en tout cas, il n'y a pas eu de problème, et je pense que ça l'a vraiment réconcilié avec la plage, qu'on puisse faire communauté autour d'elle, et qu'on puisse être là, et qu'on puisse partager nos histoires autour de l'espace public, autour de la plage, et ça l'a aidé, ça l'a motivé, et du coup, ça nous a permis de passer un super moment. Ça, c'était le côté un peu léger, et puis, avec Gras Politique, on a aussi des témoignages quand même assez récurrents de personnes qui ont pu trouver des personnes, des soignants, des soignantes adaptées grâce aux listes qu'on a de médecins pas grossophobes, qui ont été mieux reçus, qui ont trouvé des traitements qui leur vont. Vraiment, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. Quand on a vraiment pu avoir un impact concret sur une problématique pour quelqu'un, c'est vraiment quelque chose qui fait chaud au cœur. À un moment, tu dis que la grossophobie rend gros. Et donc, même si c'est pas le seul facteur, évidemment, en fait, si la grossophobie baisse, il y aura aussi moins d'obésité, quoi. Voilà. Alors après, moi, j'ai pas d'avis sur est-ce qu'il faut moins d'obèses, est-ce que, voilà. J'ai l'impression que c'est pas mon taf, en fait, moi, de lutter contre l'obésité. Ouais. Donc voilà, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. J'en fais ni la promotion ni l'inverse. Enfin, voilà, pas d'avis. Mais après, ce qui est sûr, c'est que
Mais moi, c'est ce que je dis un peu ironiquement aux médecins, par exemple, qui sont grossophobes. Je dis, mais vous savez que si votre but à la fin, c'est de nous faire maigrir, il faut arrêter d'être grossophobe, en fait. Enfin, je veux dire, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que je dis quand j'ai la chance d'avoir accès à des gens qui font un peu de la politique de santé publique. Je leur dis, mais vous voyez bien que les politiques de santé publique contre l'obésité qui sont mises en place en France depuis 40 ans, ça ne fonctionne pas. Enfin, je veux dire, au bout de combien de temps on continue des trucs qui ne fonctionnent pas pour obtenir la même chose? Ça, c'est la définition de l'insanité, en fait. Mais après, bon, il y a qu'à voir ce qu'on a dû faire cette année avec Gras Politique sur l'émission de M6 Opération Renaissance, où on nous présentait en prime time une image complètement dévoyée et magnifique de la chirurgie bariatrique, sans parler des vraies conséquences, et en mettant en scène des gens, le corps des personnes grosses c'est quoi la chirurgie bariatrique? Pardon, la chirurgie bariatrique, c'est la chirurgie de l'obésité. Donc, il y en a deux qui sont principalement faites aujourd'hui, la sleeve et le bypass. Soit on te retire 2 tiers de l'estomac, soit on raccorde ton estomac de manière différente pour créer une maladie de la malabsorption des aliments et qui, donc, comme tu ne digères pas, bah, tu peux pas engranger de calories quand tu manges. En tout cas, c'est des très grosses opérations, hein, puisque on intervient sur un organe sain et c'est des opérations qui sont parfois des réussites et c'est super quand il y a une vraie opération et que ça se passe bien, mais qui peuvent aussi être des gros problèmes. Et puis, on se pose aussi la question à Gras Politique de comment ça se fait qu'en France, alors qu'on est à 50-50 dans les obèses, les femmes et les hommes, il y a 80% d'opérés de l'obésité qui sont des femmes. Ça parle de quelque chose. Ça veut dire que la pression sur le corps des femmes, elle est bien genrée, en fait. Il y a bien quelque chose qui se passe dans le mélange entre le genre et la grossophobie, et que l'injonction à la minceur, elle est encore pire pour les femmes, quoi. Alors, du coup, comment on peut faire pour que les gros et les grosses puissent vivre normalement dans la société? La révolution, en premier lieu. Et en attendant, je pense qu'il faut révolutionner le rapport au corps, quand même, quoi. Il faut quand même, moi je pense que il faut décoloniser déjà le regard au corps de l'autre. Il faut dégenrer le regard au corps de l'autre. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire de manière individuelle. Il faut aussi s'interroger sur ses propres biais, sur sa propre construction mentale, sur pourquoi est-ce qu'on a peur d'être gros, pourquoi est-ce que on est dégoûté éventuellement par les personnes grosses. Enfin voilà, il faut vraiment se poser des questions dures si on veut avancer. Et puis surtout, il va falloir un jour que les personnes, les politiques, les dirigeants, nos ministres, nos députés prennent des responsabilités et commencent à prendre des politiques de santé publique, anti-discrimination en France. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on a une loi qui interdit la discrimination à l'apparence physique, mais le problème, c'est qu'on n'a pas de loi qui interdit la discrimination sur le caractère du poids. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce mot, le poids n'est pas cité. Donc nous, on aimerait beaucoup que cette discrimination soit dans la loi pour qu'enfin on puisse amener des cas de discrimination devant la justice, qu'on puisse avoir des jurisprudences dans ce sens-là. Il faut aussi qu'il y ait des budgets qui soient alloués à la prise en charge des personnes grosses dans les hôpitaux, etc. Pour la formation des soignants, pour avoir du matos médical adapté, pour des campagnes voilà, je rappelle qu'aujourd'hui, les consultations chez un diététicien ne sont toujours pas remboursées par la sécurité sociale. Enfin, je veux dire, vraiment, on veut lutter contre l'obésité, mais on rembourse pas par la sécu les consultations chez le diététicien. Enfin, je veux dire, allô, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut aussi que le défenseur des droits soit beaucoup plus actif sur la question de la grossophobie. Voilà, il faut vraiment qu'on comprenne qu'en fait, que vous le vouliez ou pas, on est 20% de la population et que donc vous pourrez pas continuer à jeter un mouchoir pudique sur 20% de la population. Il y a un principe de réalité qui arrive et la réalité, c'est qu'on existe et qu'il faut qu'on arrête d'être des citoyens de seconde zone, quoi. Complètement. Et du coup, comment est-ce que, même si évidemment c'est pas tout le temps des choix individuels, parce que tu peux avoir plein de raisons contextuelles et sociétales et de grossophobie systémique, etc., j'ai du mal à clarifier une réflexion sur, ok, du coup, jusqu'où est-ce qu'on peut justifier, c'est une critique qui revient souvent, des investissements publics, j'en sais rien, des sièges d'avion plus larges ou dans le bus, etc., ou des dépenses de santé, pour des actions individuelles, même si c'est pas forcément une raison de volonté. En fait, moi, je suis étonnée d'avoir à me justifier là-dessus parce que pour moi, c'est évident qu'on doit
si on parle de la santé, soigner les gens, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je comprends même pas qu'il y ait un questionnement là-dessus, quoi. Enfin, on soigne les gens, enfin, je veux dire, et puis en plus, ça te pousse après à faire des comparaisons qui sont absolument pas logiques, genre, bah, si t'es bourré et que tu sors de boîte et que t'as un accident de voiture, bah, on va te soigner, en fait. Mais c'est une comparaison qui est pas valable parce que j'aime pas du tout comparer les gens qui sont gros à des gens qui ont des accidents de voiture. Ça a pas de sens en fait. Le corps obèse n'est pas un corps accidenté. Enfin, je veux dire. Donc il faut soigner tout le monde, bien sûr. Et puis moi, je demande même pas que tout soit adapté au gros. Je demande que au moins à la mesure du pourcentage de personnes grosses en France. Les personnes en très grande obésité, c'est 3% des Français. Bah, je suis désolée, il faut qu'il y ait au moins 3% des équipements médicaux qui soient adaptés aux personnes qui font plus de 150 kilos. Enfin, je veux dire, j'en demande pas, je demande pas la lune. Évidemment, le max, ça serait que tout soit adapté, parce que si c'est adapté à 150 kilos, bah, c'est adapté à 22 aussi, du coup, hein, ça marche dans ce sens-là. Mais voilà, après, pour ce qui est de l'avion, c'est un peu particulier, parce que c'est des compagnies privées, etc. Donc, il y a une logique capitaliste de rendement, d'espace, etc. Et chaque centimètre est compté dans un avion. Mais je pense là aussi, il y a quand même une réalité pour les entreprises, c'est que bah, il y a de plus en plus de gros, donc si tu veux que les gens voyagent confortablement, bah, il va falloir faire quelque chose. Mais d'ailleurs, c'est un peu la même pensée pour les vêtements, tu vois. Aujourd'hui, trouver des vêtements, même à Paris, j'habite à Paris, moi, si je veux me fringuer aujourd'hui, ben, je peux pas. Le seul magasin qui vendait encore, c'était H&M, et H&M a décidé, il y a pas très longtemps, de planquer toute sa collection grande taille en ligne. C'est-à-dire, tu peux plus aller en magasin et t'acheter un fut ou t'acheter un truc, parce que bah, les gros, bah, ça fait tâche dans les magasins, donc on veut bien avoir une collection grande taille, mais on les met en ligne. Donc il y a des marques qui commencent à comprendre qu'il y a un énorme marché, donc de l'argent à prendre avec les personnes grosses, mais qui ne veulent pas montrer qu'elles donnent des fringues aux personnes grosses. Il y a une hypocrisie dans la prise en charge. Enfin là, c'est des fringues, on peut pas parler de prise en charge, mais en tout cas dans le lien au corps gros qui est très manifeste. Et enfin moi, je demande juste la fin de l'hypocrisie, qu'on se mette en face du principe de la réalité que il y a des personnes grosses, on a besoin de les soigner, de les transporter, de travailler, de plein de choses, et que bah ouais, il faut qu'en fait s'adapter, et qu'en fait l'espèce de panique morale qui empêche la société de s'adapter, elle repose sur des biais qui sont discriminatoires. Désolé si la question est... Non, mais t'inquiète, c'est intéressant, c'est pas contre toi que je râle. Bah, parce qu'il y a un peu cet argument récurrent bon, il y a des arguments, c'est évident que les gens disent de la merde et c'est de la violence pure, mais de jusqu'où tu fais supporter des coûts collectifs quand c'est des actions individuelles, même si forcément c'est aussi... Ouais, mais sauf que c'est pas une action individuelle, en fait. Ouais. C'est le corps gros, il naît aussi de l'incapacité d'un État à s'occuper des gens. Il naît de l'incapacité de l'accès à la nourriture. Il naît de la précarité organisée. Par exemple, c'est le Nord-Pas-de-Calais, enfin, on dit plus ça, mais le Nord, qui est la région la plus obèse de France, mais c'est aussi une région extrêmement précaire où toutes les industries ont fermé, où ils sont tous au chômage. Enfin voilà, c'est des réalités comme ça en fait. Le corps gros, il naît aussi de quelque chose de social et profond, quoi. Ok, bah merci, ouais, ça m'aide effectivement à clarifier que bah en fait quand je raisonne comme ça, bah je continue à me dire que ça dépend de la volonté individuelle. Exactement. Et bah c'est en partie le cas parce que tu maîtrises tu maîtrises. Quand tu as des compulsions, non, pas forcément, mais que forcément, si tu admets qu'il y a plein de facteurs systémiques... En fait, c'est faux, tu vois, même en disant que tu maîtrises, bah c'est faux, tu maîtrises pas forcément, tu peux en maîtriser des paramètres, mais si t'habites à Roubaix et que le seul supermarché à côté de toi, c'est un Match qui vend genre 4 légumes et 2 fruits, mais par contre, t'as des rayons entiers de nuggets et de frites et que t'es au RSA, je t'assure que tu vas choisir d'acheter 1 kilo de nuggets plutôt qu'un kilo de courgettes, quoi. Donc maîtriser, ça veut rien dire, quoi. Tu tiens à un blog féministe et tu as franchement une plume magnifique. Est-ce que tu serais d'accord de lire un petit passage que je t'ai envoyé ? Ouais, ça marche. Alors, je suis celle qu'on a mis de côté, celle qu'on a jugée incapable, celle qui devait toujours en faire plus. Je suis celle qui devait changer. J'ai 38 ans, j'en ai 40 maintenant. Je suis grosse pour de vrai, je n'ai pas changé. Je suis devenue le cauchemar de ceux qui jugeaient ma silhouette d'enfant anormale. Je suis cette obèse morbide, diagnostiquée comme malade de la volonté par mes pairs. Je suis très grosse, pas ronde, pas forte, pas voluptueuse, pas pulpeuse. Mon corps est lourd et gras, j'ai du ventre. Mes chairs tombent, et pourtant j'existe. Je pousse depuis des années dans le noir, dans l'ombre embarrassée d'une société qui me refuse le droit de prendre ma place. T'as toujours écrit aussi bien.
je sais pas si j'écris bien. En tout cas, quand j'écris, c'est que je sens un truc qui pousse dans les tripes. Donc, je pense que ça aide à ce que ça soit impactant, quoi. Ouais. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler de ta quête de sens. Qu'est-ce qui, toi, donne du sens à ta vie? C'est vachement intéressant comme question parce que je pense que la question de sens, elle évolue. Dans toute une première partie de ma vie, le sens, ça a été de me sauver moi-même. C'est-à-dire que je militais, mais je militais beaucoup pour moi-même, en fait, parce que je militais contre la grossophobie, mais j'avais un prisme très individuel des choses. Et en fait, maintenant que j'ai un peu de recul, ce qui donne du sens à ma vie, c'est de mieux comprendre les choses. C'est-à-dire de pas être toujours en réaction, de pas me construire contre les choses, contre les discriminations, contre les insultes, contre la grossophobie qui m'oppresse quand même tous les jours à plusieurs niveaux. Ce qui donne sens à ma vie aujourd'hui, c'est de construire pour, c'est-à-dire de me dire ok, ça c'est les données qu'on a. Je vis dans une société qui est à la fois patriarcale, grossophobe, validiste, raciste. Bon, je vais pas faire le tour de toutes les discriminations, mais en tout cas, pas très contente de vivre dans cette société. Ok, qu'est-ce que je veux en fait? Au lieu d'être toujours en réaction et toujours de m'élever contre, qu'est-ce que je peux faire pour? Et moi, ce qui fait sens pour moi, c'est de construire de la communauté en fait. C'est de faire de la communauté. C'est ce qu'on essaie de faire avec Gras Politique. Alors malheureusement, voilà, on est communautariste, oui, c'est vrai. Nous, on pense que c'est une bonne chose. Et je pense que c'est vraiment en faisant de la communauté grosse, en fait, en créant des espaces où les personnes grosses peuvent parler, où on peut parler de nos histoires individuelles, particulières, où on peut échanger sur nos problématiques, où on peut trouver du soutien les uns les autres, c'est là qu'on se donne du pouvoir, en fait. Et ce qui donne sens pour moi à ma vie, c'est de cultiver cet empouvoirment, pour utiliser le mot français d'empowerment, mais c'est vraiment cet empouvoirment chez les gens. Parce que chez moi, c'est ça qui m'a donné de la force, en fait. C'est ça qui m'a changé la vie. C'est de trouver mon propre pouvoir, de trouver ma propre colère, de trouver mes propres... Voilà. C'est de trouver tout ça en moi. Et donc, ce qui me donne sens, c'est l'organisation communautaire avec les autres personnes. Et puis, pas seulement les gros, c'est-à-dire les autres militants, les gens qui regardent vers une société meilleure, plus juste, plus égale. C'est ça qui fait sens pour moi. C'est quoi ta dernière grosse remise en question? J'en ai plein tout le temps des remises en question, donc c'est pas simple. Au club. Je pense que ces dernières années, je me suis vraiment... je me suis pris... En fait, j'ai vraiment essayé de travailler sur mes biais racistes, en fait. Ça a été un truc qui était assez important pour moi. Je pense que... j'avais pas assez travaillé là-dessus, donc en fait ma dernière remise en question, ça a été de me rendre compte il y a à peu près 2 ans que non, j'en ai eu depuis, mais en tout cas une grosse, c'était il y a 2 ans, que je lisais pas du tout d'auteurs racisés, d'auteurs noirs, d'autrices noires. Et donc depuis j'essaye de vraiment c'est pas du tout pour attraper des cookies ou me dire que c'est bien, mais vraiment je me sens c'est nul quoi de pas l'avoir fait. Donc maintenant consciemment j'essaye de choisir des autrices et des auteurs noirs ou racisés dès que je peux sur les sujets qui m'intéressent, ou même sur de la fiction, sur des romans. Voilà, et puis j'essaye aussi de rattraper... Par exemple, non plus. Par exemple, j'ai découvert Octavia Butler, qui est une écrivaine noire lesbienne de science-fiction qui est géniale. J'ai lu Angela Davis que j'avais jamais lu. J'ai lu Audre Lorde. Enfin, vraiment, j'ai acheté récemment le livre de maison d'édition qui s'appelle Case Rebelle, qui raconte le parcours de personnes trans et racisées noires, qui est super intéressant. Donc vraiment, je pense que... Et puis aussi, j'essaie de soutenir toutes les initiatives des personnes racisées. Je sais pas du tout parfait, mais en tout cas, voilà, il est temps de faire la révolution dans nos bibliothèques, dans nos podcasts, dans nos lieux culturels, etc. et de se sortir de notre confort d'aller écouter des gens qui nous ressemblent, ou voilà, il faut arrêter de faire ça, parce que vraiment ça nous enferme, et ça nous fait ça nous fait pas du bien à nous, mais à la limite on s'en fout, mais surtout ça fait du mal aux autres. Donc voilà, il faut vraiment faire cet effort là. Ok. Je me posais une question. Si t'étais mince, est-ce que tu continuerais dans Gras Politique et... C'est une très bonne question. J'aime à penser que oui, mais je crois que déjà il faudrait pas du tout que j'ai la même place.
Enfin, il faudrait pas du tout que je prenne la même place. Et d'ailleurs, en termes de volume, je prendrais pas la même place, donc ça va bien aussi comme ça. Mais voilà, je pense qu'une personne grosse, enfin, évidemment, mon passé de personne grosse, il resterait le même, donc je pourrais toujours témoigner là-dessus, je pourrais toujours élaborer là-dessus, et puis je serais toujours dans une dynamique de lutte contre la grossophobie, donc je pourrais toujours faire partie de la politique. Par contre, c'est sûr que ce serait pas moi qui répondrais à tes questions dans ce podcast, quoi. Il faudrait pas que ça soit moi. Parce pour que donner la parole au premier concerné. Donner la parole, la représentation, c'est trop important, quoi. Ouais, parce que c'était fou, ça. On en a parlé avec Lorraine quand elle est passée sur la chaîne, sur le temps de parole des femmes qui est, je sais plus, qui est 3-4 fois moins important que celui des hommes. Et pour les personnes grosses, je sais plus si c'est toi qui le disais ou je l'ai lu en préparant, que ça représente que 3% des personnes qui parlent dans les médias, contre 20% Absolument. De la population. Absolument, et c'est hyper frappant quand tu regardes la télé, par exemple en Angleterre, où ils ont une télé beaucoup plus qui ressemble beaucoup plus à la société, où t'as des personnes noires, racisées, handicapées, grosses. Enfin voilà, il y a vraiment une diversité à l'écran. Et en France, on est toujours dans des modèles hyper classiques et normés à la télé, quoi. Et ça commence par là, quoi. Ça commence par là. Bah merci beaucoup, Daria. C'était hyper inspirant. Merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, vous allez adorer l'épisode sur les femmes et le sexisme avec Lorraine Bastide dont j'ai parlé par moment. Et voilà, si tu veux soutenir l'émission pour toucher plus de monde avec ces messages, abonne-toi et mets 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide vraiment beaucoup. Merci Daria, c'est ouf ce que tu fais. Bonne journée à tous. Ciao. Salut.